Ici, tout est Madeleine. Rivière-Madeleine, Cap-Madeleine, Petite-Madeleine, Madeleine-Centre, sauf à l'extrême ouest, Manche d'Épée, et à l'extrême est, Grande-Anse et le Cap-à-Lourd. En 1636, cette aire portait le nom de Seigneurie de la Madeleine. Mais qui était cette Madeleine? La seigneurie passa au seigneur Antoine Cadet en 1679 et 10 ans plus tard aux mains du marchand et haut fonctionnaire Denis Riverain, qui avait en tête de développer une colonie de peuplement basée sur l'exploitation de la morue. Madeleine devint village en 1874 et municipalité en 1916. Ah, la mère de Denis Riverain s'appelait Madeleine. Était-elle aussi belle que la côte de Madeleine, que sa rivière à saumon, que toutes ces histoires qu'on entend raconter par les Madelino-Riverains? Eh oui, vous trouvez ça long comme appellation. Bienvenue à Sainte-Madeleine de la rivière Madeleine. Madeleine, la belle, pleine de récits, de légendes et de personnages mystérieux, comme celui-ci qui veille sur le Cap-à-Lourd. Je suis né en Gaspésie en 1879 et j'ai migré à Lawrence, dans l'État de Massachusetts, avec mes parents. Devenu adulte, j'ai rencontré une jolie fille originaire de Baie-des-Sables, Adèle Saucier. Elle travaillait dans les filatures là-bas. C'est elle qui m'a ramené en Gaspésie au début des années 1900. Nous avons eu 12 enfants et avons pris soin dès son plus jeune âge de Cécile, la fille de la sœur d'Adèle. Si je vous cause aujourd'hui, c'est que j'ai vécu à Madeleine et que j'en ai connu du monde de par ici. C'est moi qui ai planté cette croix pour éloigner les naufrages qui guettent les valeureux pêcheurs, parce qu'au départ, les habitants de Madeleine étaient des pêcheurs, et le Cap-à-Lourd résonne encore de leur histoire. J'habite toujours Madeleine, facile de me trouver. À côté de l'église, vous descendez les premières marches vers la mer, et c'est à droite, le 4e rangée. Torieux, j'ai oublié de me présenter. Joseph Jacques, Capitaine Jacques, qu'on m'appelle, à l'Arvoyeux. Chaque matin de la saison de pêche, quand la bonne humeur de la mer le permet, M. Pierre-Marie Richard, 86 ans, sort en mer. Son histoire d'amour avec l'eau salée ne l'a jamais quitté. Bon, rien qu'on dormez-vous. Il a quand même été infidèle au fleuve quelques années. Au milieu des années 50, comme la plupart des pêcheurs de la côte, il a loué son âme à la Gaspé Copper Mines de Murdochville. Mais le ventre cuivré de la montagne n'a pas su le retenir. C'est le bleu du ciel et le respect pour cette mer nourricière qui ont fait de lui ce qu'il est. Un pêcheur gaspésien. Puis au moment de la Grande Vallée, en 1929, oui, Sanchez était à la mer, Sanchez a eu 20 enfants. Mais si on regarde le livre des Richard qui était fait, il aurait eu 18. Mais maintenant, 18, c'est déjà pas mal. Après ça, je me suis semblé rester. Quand je me suis mordu, je me suis semblé rester à Madeleine. Puis, on a eu 10 enfants. En 3 ans et demi, on en avait 7. En 3 couples de jours. J'ai commencé quand j'étais jeune avec mon père. Après ça, j'ai pêché avec mon oncle Auguste, Richard. Ma femme a pêché avec moi plusieurs années. C'est Mme Auguste Richard, son mari a déjà eu un bateau. Quand il n'y a plus eu de bateau, elle avait avant, moi j'étais tout seul. Elle venait avec moi quasiment tous les jours. Un coup, elle m'a pris de mourir, elle a dit, Monsieur Richard, je pense que j'ai les ours sur ma ligne. Elle dit, Madame Richard, les ours, c'est au bord de la montagne. Elle a déjà monté ma ligne, je dis, non, c'est toi qui l'as pris, monte-là. J'ai dit, comment elle pesait, moi? Elle pesait 65 livres.
L'écho des souvenirs de M. Pierre se répercute contre les falaises. La côte de la Grande-Anse marque la porte d'entrée de la Haute-Gaspésie à l'est. En retrait de la Grande Route, un havre de paix, le Cap-à-Lourd. On y vient pour entendre le silence, voir se lever ou se coucher le soleil, ou admirer la voûte étoilée en se laissant bercer par les vagues qui chantent sur la digue. Ça, c'est M. Pierre qui rentre. Je reconnais le son de son moteur. La plus grosse pourrie que j'ai pris, c'est ça. Monsieur Pierre s'installe à l'étal pour décoller la morue. Depuis son tout jeune âge, il répète les gestes que ses ancêtres accomplissaient. Au Cap-à-Lourd, des visiteurs fidèles ont appris de son art. Et chaque été, ils reviennent pour accorder leur vie au rythme des beaux jours et s'inspirer de la force du fleuve. Une petite morue. Celle-là, on ne la fera pas enfiler, on va la garder ronde. Quand ils sont petits comme ça, on les garde rondes, puis on va cuire ça dans le poêle. Je viens ici, ça fait 12 ou 13 ans, je viens ici, dernier de juillet, 1er d'août. Mais moi, je suis le Boisbriand. Mais un gros amateur de pêche. Donc, je viens m'amuser ici, dans le coin. Les gens sont très recevants, c'est le fun. Quand je suis allé aux îles de la Madeleine, il y a quelqu'un qui m'a parlé qui venait chercher beaucoup de filets de morue à Manche d'Épée. Moi, je suis parti de Boisbriand, je suis de Boisbriand, pour m'en venir à Manche d'Épée. Puis, à Manche d'Épée, il n'y avait pas de marina. J'ai continué. Je vais essayer de trouver une place qui a une marina, puis je suis tombé ici. Pour moi, c'était l'idéal. Beau petit filet de morue. Notre délice quand on arrive en ville. Bon, à ce temps, je vais chercher quelqu'un qui va pouvoir m'expliquer pourquoi ça s'appelle le Cap-à-Lourd. Je voudrais pas être obligé d'inventer d'histoire, moi, là. Je suis née à Baie-des-Sables. Et 7 mois et demi à peu près, qu'on m'a dit, on est monté à Saint-Damas. Parce que ma grand-mère, mon grand-père, du côté de maman, étaient là. Quand mon grand-père, son père, est décédé, ma tante Adèle de Rivière-Madeleine, qui m'a élevée, est montée pour son père. Puis quand elle a vu maman dans le lit, elle m'a dit, Lucienne, ça n'a pas de bon sens. T'es à moitié morte, puis t'es encore à allaiter Cécile, ta dernière, mais l'autre, il restait avec ma grand-mère, mon grand-père. Et puis, elle a dit, si tu veux, je vais descendre, Cécile, avec moi. Mais elle dit, Adèle, elle a dit, tu en as déjà 12. Elle a dit, qu'est-ce que ça va faire? Ça a dit, ça va faire 13 à 12 ans. Oui, mais elle a dit, qu'est-ce que Joe va dire? Elle a dit, Joe, il va être content. Alors, elle m'a descendu à Madeleine. Alors, Cécile, nous sommes assises sur le perron de votre enfance. Oui, oui, oui. Où j'ai été très heureuse, très gâtée, très heureuse. Et puis, comme quand j'allais à la classe en 1944, l'école a brûlé. Dans le salon, là, les élèves venaient ici, puis la classe a eu lieu tant que l'école n'a pas été rebâtie. Je me rappelle de... Maman avait eu de l'argent de papa parce que pendant qu'il travaillait sur les bateaux, là, elle avait eu de l'argent. On devait au magasin Irénée Richard, on avait un compte. Alors, elle m'a donné 10 $, si je me rappelle bien, pour aller payer les factures? Payer, en donner un petit peu pour faire descendre le compte. OK. Et puis quand je suis revenue, j'avais le reçu, c'était marqué « Et donc quittance ». Ça se peut-tu? « Et donc quittance ». On devait beaucoup. Mais avec les 10 piastres, ça a tout... ça a tout clairé, comme on dit. Il a tout effacé, là, M. Richard. C'est du bon monde. Et puis j'arrivais, puis maman était dans le jardin, encerclée. Puis je voyais ses lèvres bouger. J'ai dit, maman, quand je suis arrivée, vous parliez avec quelqu'un? Elle a dit, je priais pour remercier le bon Dieu parce qu'elle dit, il a tout le temps été bon pour nous autres. Elle dit, on est pauvres, m'a dit. Puis là, j'arrive, puis je donne le reçu.
Elle s'est mise à genoux davantage, puis elle s'est mise à pleurer. Puis mes parents ont jamais demandé que je retourne à Saint-Damas, parce qu'ils voyaient bien que j'avais plus ici qu'ils pouvaient me donner. La première croix, qu'on m'a dit, avait été plantée par mon père adoptif, capitaine Jacques, puis qu'il y avait eu une grosse tempête, et puis elle n'était pas assez solide, alors elle a tombé. Et puis c'est M. Camille Sirois qui a payé quelqu'un pour la faire remonter, la faire remettre debout. Et puis il m'a dit qu'il y avait eu une grosse tempête en mer, puis que plusieurs avaient Péri. Oui. Puis c'était en hommage de ceux qui s'étaient noyés qui avaient planté une croix là. Il y avait de l'humour. Capitaine Jacques, il y avait de l'humour. Parce qu'il n'y avait pas de cheveux. Puis le soir, quand on voulait aller veiller chez Irène, chez sa fille, chez ma soeur adoptive, on m'a dit, attendez-moi, je suis pas prêt, il me reste à me peigner. Capitaine Jacques. Il était capitaine Jacques parce qu'il y avait une petite golette qui faisait la côte du frère. Elle s'appelait Lola, la capitaine Jacques. Puis elle a coulé, fait qu'il n'a jamais fait d'eau. Ouais. Elle a ouvert à la rivière, là, puis elle a pourri, là. Il est mort à Gros-Monde. Sa fille qui était... Irène, qui restait là, elle faisait l'école là. Puis il est mort à Gros-Monde, mais il est enterré ici à Madeleine. Je me rappelle du moulin à Vachon, hein. Vachon qui avait un moulin ici à Trois-Rivières, là. Il était contracteur de bois, de chantier, au lac Ouillot. Là, il manquait d'argent, puis ça allait mal. Sa femme est enceinte, puis il dit il a changé son enfant pour de l'argent. Quand il y en a au monde, le diable s'est présenté à Vachon. Vachon sort du bois, viens me livrer la marchandise que tu m'as vendue. C'est une légende, une vérité, moi, je sais pas. Puis, c'est la tante propre de mon père, elle s'appelait Marie. En voyant le gars rentrer après de l'eau bénite, dans ce temps-là, c'est de l'eau bénite. C'est comme plus que de l'eau. Le diable a disparu. Ouais. Merci beaucoup. Pensez-vous que je peux aller faire un tour à l'hôtel là? Oui, pas de problème. OK. À Rivière-Madeleine, les établissements hôteliers ont de l'histoire. À travers le passage du temps, ils ont gardé le cachet typique d'une certaine époque. La belle Madeleine a toujours comme vocation d'accueillir des visiteurs de partout. Encore aujourd'hui, ces magnifiques hôtels peuvent trôner fièrement dans le paysage touristique de la Gaspésie sur le fleuve. Dans les débuts 1900, 1920-1927, c'était les Brown, au début, qui ont commencé à construire l'auberge du Golfe, d'abord, dans le but d'y installer des travailleurs de l'époque pour le Grand Saut. Il y avait des travailleurs au Grand Saut pour la papeterie. L'hôtel Bon Accueil, c'est M. Maurice Gagné qui l'a possédé pendant plusieurs années, mais qui a appartenu d'abord à M. Camille Berubé, un résident de Rivière-Madeleine. Les Américains, dans les années 70, ici à Rivière-Madeleine, ça débordait l'été. C'était des pêcheurs de saumon sur la Rivière-Madeleine. Donc, il y avait une compagnie qui engageait des guides et tout ça. Et donc, ça s'en venait à l'hôtel. Ça a été une clientèle qui a duré quand même plusieurs années. Aller jusque dans les années proches 90, il y avait des Américains qui venaient ici. Par après, ça s'est converti. Les Français, nos cousins, sont amenés de la France pour venir nous visiter. Surtout à l'époque de l'automne, par rapport à nos couleurs, l'automne, les couleurs des montagnes et tout ça. Le Bon Accueil a quand même 36 chambres et motels extérieurs, donc peut coucher un autobus facilement. Alors que le Durocher, lui, possède 10 petits motels
à l'extérieur et quelques petites cabines près de la mer. Mais il y a aussi eu l'hôtel Motel sur mer qui a appartenu à M. Marc Drolette, qui était le dernier propriétaire de cet hôtel-là. Il y avait le Café Blanchette qui appartenait à la famille Herménégilde Blanchette. Il y a eu aussi à Madeleine Centre, il y a eu l'hôtel Gouin. À Manche-de-Paix, il y avait l'hôtel Davis. À partir des années 60, 70, ce sont les années où ça a été le plus lucratif là, pour les hôtels. Il y a l'hôtel Bon Accueil qui est toujours en fonction et qui reçoit toujours des groupes d'Européens. Et puis il y a l'hôtel du Rocher qui, elle aussi, mais c'est plus pour au niveau des travailleurs, des passants aussi. Là. Ouais. Bonjour. Bonjour, c'est où que je livre ça? Monsieur Vaillancourt, chalet numéro 3. Ok, c'est parfait. Parfait, Bye. merci, bye bye. Bonjour. Bonjour. Je recommande. Merci. On sait que ça a été bâti en 1914. Alors, ça fait 100 ans pour les gens du milieu, au temps de le premier curé. Je dis bien le premier curé parce qu'il y a eu des desservants bien avant. Oui. Le premier curé était Salomon Plourde. Ensuite, de mon temps, il y avait l'abbé Saint-Laurent, Albert Saint-Laurent, et M. Vaillancourt, qui a été curé pendant que j'étais jeune, moi. Vous avez la fontaine baptismale, c'est un artisan d'ici, un M. Boucher, je crois, de Manche-de-Paix, qui a fait ça. Si vous remarquez au-dessus de l'hôtel principal, il y a une peinture. Cette peinture, elle est de mon beau-frère Bertrand Gaumont, qui était le deuxième mari d'Éliette. Ah. C'est lui qui était artiste. C'était un artiste et un musicien. Quand vous étiez étudiant et que vous avez travaillé à l'hôtel Bon Accueil, c'était vers quelle année, ça? Si vous étiez étudiant, on remonte... Moi, je suis né en 1931, c'est-à-dire 1945-46. Est-ce que vous aimiez ça? Oh, j'ai bien aimé ça. Moi, ça consistait à recevoir, à accueillir les touristes, et puis à m'occuper de leur bagage, puis bon, et puis de temps en temps porter les cabarets que les serveuses de table avaient à apporter auprès des gens qui avaient choisi leur menu. 1945, vous, la guerre, là, ça vous a-tu achalé un peu? La guerre, c'est 39-45, là. C'était fini? On avait un petit peu les imprévus qui pouvaient arriver le long du Golfe pour nous autres. Moi, j'ai déjà vu un sous-marin partir, celui qui a frappé Lance... À Saint-Yvon? Saint-Yvon, au cap de Saint-Yvon, là. On l'a vu passer à Madeleine. Ça, il a été tiré vis-à-vis d'ici, pratiquement à Madeleine Centre, là. OK. Petite Madeleine. Puis tu as vu la torpille s'en aller, là, pour le camp. On l'a vu passer. Le matin, nous trouvions aussi, bien des fois, des Allemands qui se promenaient le long des plains, comme on dit, là. Alors, ils laissaient leur canot, ça veut dire que leur sous-marin était un peu plus loin, et puis ils avaient leur canot, puis ils débarquaient, puis ils longeaient la côte.
Mon nom est Joël Côté. Je suis maire de Rivière-Madeleine. Non, attendez. Sainte-Madeleine de la Rivière-Madeleine. C'est le nom de la municipalité le plus long au Québec. Je suis né à Rivière-Madeleine. Mes parents m'ont élevé au Cap-à-Lourdes, donc juste à côté du quai. Dès lors, l'âge de 11 ans, j'ai embarqué dans le flat, comme on disait à ce moment-là. Alors, je me souviens que mon père, qui lui est pêcheur commercial, il l'est toujours d'ailleurs, à ce moment-là pêchait le buxin, le fameux bourgeot. C'est pas une légende, c'est une histoire vraie. C'est au printemps 1988 que moi, mon père et mon ami Christian, on est embarqués dans le flat, on est parti pour une autre partie de pêche. Il faisait beau, très beau soleil. Une heure plus tard, on est arrivé à Manche d'Épée, là où justement il y a du bourgeot. 3 heures plus tard, 3500 litres de bourgeot, un monticule de bourgeot en plein centre du flat, faisait en sorte qu'une pêche miraculeuse. On repartait, on était contents, puis un petit vent qui a commencé à se lever, un petit vent du nord-ouest, assez simple, pas bien dangereux, en tout cas, qui ne le paraissait pas. Alors, à un moment donné, entre Manche d'Épée et Madeleine-Centre, mon père a demandé à Christian d'aller mettre du gaz dans la tank. Il sentait que le moteur commençait à bretter, puis là, c'était pas bon signe. Comme Christian dévissait le bouchon de si on veut, de la tank à gaz, à un moment donné, le moteur a arrêté. Ce que ça a fait, le flat était assez chargé, il s'est assis dans la mer. Quand il s'est assis dans la mer, bien, il y a 2 belles vagues qui sont embarquées direct dans le derrière du bateau. Puis là, on a compris qu'il y avait trop d'eau. Puis là, à un moment donné, le flat s'est empli. 20 secondes plus tard, c'est pas compliqué. L'eau nous a monté jusqu'à la poitrine, puis là, on s'est ramassé dans la mer. Mon père est accroché après moi, puis on est parti. Là, on avait de l'eau par-dessus la tête. Quand on est remonté, je me souviens pas trop ce qui s'est passé, mais à mes souvenirs, on était les 3 sur le flat. On se tenait par les lisses. Le flat était renversé, puis de se tenir après les lisses, parce que là, c'est pas parce qu'on est sur le dessus du flat qu'il n'y a pas d'eau. La mer, là, on en avait jusqu'à la poitrine. L'eau est froide, là. Sans dire qu'elle était frette, là. Elle était pas mal frette à part ça. Mes jambes, moi, après une couple d'heures, je les sentais plus. J'avais vraiment hâte que quelqu'un vienne me chercher. À un moment donné, il est arrivé ce que j'appelle un miracle. Il est arrivé quelqu'un qui est arrivé par la plage. Il nous faisait des signes avec ses bras comme ça. Il nous faisait un signe qu'on vient vous voir, là, puis on vient vous chercher. Heureusement que mon père n'avait pas laissé Christian partir à la nage. Christian, lui, il voulait absolument, lui, traverser peut-être les 300 mètres qu'on était du rivage là, pour justement aller chercher de l'aide. Mais mon père l'a convaincu de rester avec nous autres. On était pas mal plus en sécurité sur le bateau que dans la mer. Ça fait qu'à un moment donné, il y a un bateau qui est arrivé. M. Bernard est arrivé avec M. Gérard. Ils sont arrivés avec le flat, un petit flat. Ils nous ont embarqués un par un dans le flat. Ils étaient bien contents de nous voir, on était encore en vie. Hein? Je veux pas, ils se demandaient bien ce qu'on était passé. Fait qu'on est rentré au Cap-à-Lourdes, on est revenu, c'est la belle terre ferme. Et puis là, il y a mon grand-père et ma grand-mère qui nous attendaient. En tout cas, moi, ils m'attendaient avec une belle couverture chaude quand je suis arrivé. Donc, ils m'ont comme enveloppé dans la couverture, puis ils m'ont assis dans le vieux truck, le vieux Ford rouge à mon grand-père. Et puis, on est parti pour le CLSC. Ce qu'on ne savait pas à ce moment-là, c'est que cette aventure-là, mon grand-père René, lui, était sur la berge, puis il attendait. Il ne nous trouvait pas. Il savait très bien qu'on était quelque part, mais dans le fond, ça demandait bien où. Il a fait un pacte. Il a fait un pacte avec le bon Dieu. Lui, il a dit au bon Dieu, il a dit, je suis assez vieux. Laisse-les pas mourir là. Viens me chercher. Mais eux autres, laisse-les tranquille. 1 an plus tard, la même date, la même journée, en 22 mai, en 1989, mon grand-père est décédé d'un cancer. Donc, est-ce que le pacte était valable à ce moment-là? Un matin, j'étais encore allé avec mon père pêcher le tourteau. Il faisait beau, on était bien. Puis, on pense à grand-père. On pense au grand-père. Merci, grand-père. Si tu reviens toujours dans le coin, je sais que même moi je serai pas loin. Oui, t'as pêché mon petit René. Oui, tes péchés tu m'as pardonné.
que mon père, à l'âge de 13 ans, m'a dit, ben tu vas venir m'aider, on va faire la pêche ensemble. Puis l'automne, ben on ira bûcher ensemble. Ça fait que de 13 ans à 20 ans, j'ai travaillé, j'ai fait la pêche et j'ai été comme bûcheron aussi avant de retourner à l'école pour aller suivre un cours de mesureur. J'étais à peu près certain de finir mes jours comme pêcheur ou comme retraité, mais ben, je ne suis pas prêt à prendre ma retraite tout de suite encore. J'étais parti avec mon fils, Joël, pour la pêche. Et puis, on avait commencé, ça faisait quand même, je dirais bien, 1 heure ou 1 heure et demie à lever des casiers. Et puis, pas loin du phare, dans une de mes bouées, je croyais que c'était un gros phoque, parce qu'au commencement, j'y voyais seulement que la tête. Ça fait que, après avoir vraiment vérifié qu'est-ce que c'était, on s'est aperçu que dans la bouée, c'était une tortue lutte qui était emmêlée dans la bouée et qui montait et qui descendait avec beaucoup de difficulté, c'est-à-dire à reprendre son souffle, parce que ça devait faire quand même une bonne escousse qu'elle était là. Et puis moi et mon fils, bien, on s'est mis en frais de la déprendre du corps pour pouvoir la laisser aller. Ça a pris environ une quinzaine de minutes et on en est venu à bout. Ça fait que l'histoire de la tortue, c'est l'histoire de la tortue, chose qu'on ne voit pas très souvent en Gaspésie, c'est des choses, des phénomènes qui arrivent très rarement. C'est avec l'arrivée de la nouvelle capitainerie que les gens ont voulu souligner les efforts de ces bâtisseurs-là. Le pêcheur commercial qui est mon père, Benoît Côté, a servi durant toutes ces années-là auprès de ses frères fondateurs. M. Bernard Sinette, qui est en charge de la logistique de tous ces pontons-là, puis on dirait qu'il y a seulement lui qui comprend là, comment ça fonctionne, puis comment ça s'enchaîne tout ça. Il y a aussi M. Guy Lévesque, qui a été président de l'administration portuaire de Rivière-Madeleine durant 21 ans. Lors de cette soirée, il y a eu un hommage particulier à M. Alain Beaulieu, à titre posthume. Ici, on a un port de refuge. Il est déclaré port de refuge. S'il prend une tempête, tu sais, c'est un des endroits entre Grande-Vallée et Mont-Louis où tu peux rentrer. Tu sais. Puis à Grande-Vallée puis à Mont-Louis, les voiliers en pale-planche, là, une tempête, ils n'aiment pas ça. Ça s'appelle pale-planche parce qu'il faut qu'ils mettent des planches, là. La marée monte puis elle descend. Sinon un cas après l'autre, c'est à l'épaule. Là. Parce que quand tu prends une tempête à l'épaule, là, ça graffigne. Hein? Mais si tu voyais la confrérie des voiliers, là, ils sont bien équipés de câbles et puis tout ça. Hein? Je peux t'en parler, moi. Il y a pas une tempête ici, là, il y a 3 ans passés, 4 ans. Les pontons levaient de 5-6 pieds ici, là. Des vagues. Il y a 2 bateaux qui ont pris le fond parce que je suis allé réveiller au camping, moi, mais ils sont pas venus. Ouais. Ils ont pris le fond. C'est ce que je te dis. Alain, j'ai travaillé avec Alain ici au Portuaire. On a commencé ça en 89 pour de bon. Puis avec du fun, avec Alain, on s'est bien fait du fun parce que moi, il y a des gens qui disaient, les gens qui ne connaissaient pas Alain, ils disaient il a un mauvais caractère. Détrompez-vous, c'est pas ça du tout. Là. Prenait un air sérieux, mais en même temps, c'est un pince sans rire. Il arrivait quelqu'un au magasin, comme j'ai déjà raconté, là. Il disait pas à la personne tu m'as volé une paire de gants. Mais il l'avait vu choisir des gants, chercher des gants. Le lendemain, quand il revenait, puis finalement, tu as trouvé une paire de gants à ton goût. Bien, c'est bien que trop, hein? Sais-tu que j'ai oublié de te le payer? Ah, OK. Tu sais, façon subtile de savoir ce qu'il voulait savoir. Oui. Dans le temps, dans sa maladie, j'allais le voir tous les jours. Et puis, il me parlait de notre projet de capitainerie. Comment ça va? C'est avancé. Puis il me disait souvent, j'aurais donc aimé être là pour voir ça. Fait qu'il me dit, quelques temps avant, il dit, ça va se faire, là. Il se fait rien, il dit, je vais le voir pareil. Tu sais, les gens, ils grattaient leurs bateaux, là, des morceaux, des pièces de tôle, des pièces là, pour les empêcher de couler. Là. Des couvercles de peinture, des galons de peinture, des palettes, mazan, et puis le foin avait
4 pieds de long avec des tocs dedans. Et puis, au fil des années, on a agrandi. Aujourd'hui, là, tu vois ce que ça donne. Le bateau qu'il y a derrière toi, ça, c'est un bateau qu'un pêcheur avait ici. Il était en travers dans les jambes. Puis finalement, je pense que l'histoire dit que il était un peu trop long pour le permis qu'il a. Par exemple, si on a un permis de 34 pieds, puis le bateau 38, il est 4 pieds trop long. Puis tu ne pourras pas avoir de permis pour aller avec. Alors, ou tu le raccourcis, ou le bateau devient inutilisable. Je suis allé voir le monsieur, le propriétaire, moi, qui demeure ici pas loin. Et puis j'ai fait une espèce de bargaine avec. Et puis on a fait venir un déménageur de maison puis de bateau. On a creusé un trou, il l'a envoyé dans le trou. C'est ce que ça donne aujourd'hui. On s'est fait une espèce de petite capitainerie, si tu veux. Et puis on entend dire qu'à venir, il y aura une capitainerie quand même plus grande et plus appropriée. Je me souviens, entre autres, ce qui m'avait touché bien gros, c'est que je savais qu'Alain, quand il a arrêté de faire son commerce, il y avait quand même on m'a dit, du stock en main. Et puis, bien, une bonne journée, peut-être 3 jours avant, là, je me dis, Alain, j'ai dit, il me semble que tu avais ça, des bonnes bottes pour travailler dans le bois, des pantalons. Il dit, regarde l'autre bord, il doit en avoir, là. Fait que je regarde ça, j'essaye ça, c'est trop petit. Ah, j'ai dit, Alain, c'est dommage, maudit, tu en as 2-3 paires, c'est trop petit. Il dit, bien, essaie un peu. Il dit, va donc chez mes pantalons là-bas, là. Il me doutait un petit peu où vous en venez, mais je pense pas tant. Et il me dit, essaye donc ça pour voir. Maudit qu'ils font bien. C'est beau, il dit, garde-la, je n'aurai plus besoin. Ça pique, ça va au cœur, ça, là. L'autre jour encore, j'ai dit aujourd'hui, je vais aller bûcher du bois de chauffage. Puis je sors la paire de pantalons. Je suis pas été capable de la mettre ce journée-là. Tu t'ennuies d'Alain? Ah. C'est un compagnon fidèle? Alain, c'est un frère. Ah, je veux dire, je m'en ennuie bien gros. Puis Bibiane me disait d'ailleurs, dans la soirée, elle dit, tu sais, Guy, elle dit, il t'aimait bien gros. Ben, j'ai dit, c'est réciproque parce que on se comprenait, on n'avait jamais ensemble de disputes, de démêlés. Au lieu d'en venir là, on savait quand s'arrêter. Puis on ne voulait pas que cette amitié-là meure pour un rien. Puis ça fait que là, je suis allé rencontrer jusqu'à la dernière journée, jusqu'au matin où je suis arrivé. Puis je disais toujours à ma blonde, avant de partir, un bon matin, je vais arriver, puis ça va être fait. Fait que un bon matin, quand je suis arrivé, j'ai vu le lit d'hôpital qui était plié dans le passage. Je suis viré de bord. J'ai dit, c'est à matin. Ouais. Fait que c'est pour ça que l'hommage qu'on lui a rendu, c'était largement mérité. Depuis que je suis jeune, Capitaine Jacques, mes voisins parlaient du Capitaine Jacques. Ben, ce que j'ai su plus tard, c'est que c'est lui qui aurait planté la première croix. Voyez-vous, il y a un aigle dessus actuellement. Ça arrive assez 2-3 fois dans l'été. C'était une chance qu'on a de le voir, là. Il y a des personnages qui ont marqué l'histoire du Cap-à-Lourdes. Comme M. Pierre-Marie, c'est le vieux pêcheur de la place, il a toujours vécu avec ça. Sa barge à gasoline, là, on appelle ça un moteur Acadia, là, bon. Il y a un type aussi comme René Côté. René, ça a marqué l'histoire du Cap-à-Lourdes. Si les Lévesque, les Lesage, les Bourassa ont marqué l'histoire du Québec, bien René Côté a marqué l'histoire du Cap-à-Lourdes. René, c'était un gars qui faisait de la pêche, qui conduisait du tourisme. C'est le gars à qui tu demandais des conseils. C'est d'ailleurs lui qui m'a montré à faire du filet. Je rentrais de la pêche, puis il disait à René, pourrais-tu me faire mon filet? Il est venu peut-être à ma rencontre 4-5 fois, mais une bonne journée, il avait parlé un peu spécial. Une bonne journée, il dit, non, tu vas l'apprendre, ben donc,
arrête de pêcher. Fait que là, c'est comme ça que ça s'est passé. Que je pensais dernièrement, là, revivre la belle époque en construisant une barge avec un moteur Cadia, un moteur qui est le papa, faire vivre ça aux gens. Les gens qui arrivent faire une balade en mer avec une barge comme ça. C'était tout un agrément. Il y avait 4 rangées dedans. Un requin bleu, ça venait de la Floride. C'était un requin qui vient de la Floride. Ça vient des pays chauds, ça. Il a pogné un... Moi, mon père me disait que c'était un requin qui a pogné un rang d'eau chaude, puis il a monté jusqu'ici. Moi, je pêchais tout seul. Je mettais des raies en bois dans le fond du Grand Rousseau. Puis un bon matin, je suis arrivé là, avec mon bateau. René était encore plus bas que moi. Puis il était après à pêcher, il était après à lever ses raies. Puis moi, je levais mes miennes. Puis à un moment donné, j'avais à peu près 2000 livres d'aran à bord. Fait que, ce qui arrive, j'ai dit, Calvaire, est-ce que je vais là le matin? Je roule ça, puis je tire, puis je tire, puis je tire, puis à un moment donné, j'arrive là. C'était maudit crément-là. Fait que j'ai dit, comment je vais faire pour embarquer ça bord? Je suis pas capable d'embarquer ça bord, c'était impossible. C'est à 11 pieds de long, ça, là. Ça doit peser à peu près 1000 livres, je crois bien. Fait que je vois René qui s'en vient. Là, j'ai lâché un cri, René, viens ici, viens m'aider. Là, René est venu m'aider. On l'a roulé dans le filet. On l'a attaché après le devant du bateau. Puis je l'ai monté jusqu'ici. Rendu ici, c'est Denis Lévesque qui l'a pogné avec son loader. Puis il l'a embarqué, il l'a pogné avec son loader, puis il l'a monté sur le ponton, sur le quai, sur la rampe. Après ça, on l'a pogné, puis on l'a embarqué dans mon pick-up. Ah, c'est voilà, quand on était jeune dans le temps, là, quand on commençait à placoter là-dedans, là, avec nos parents. J'avais 15-16 ans. 15-16 ans, mais là, je ne voulais pas y aller dans ce temps-là à la pêche. Il y avait des filles en masse aux hôtels, ici. On sautait à la clôture dans ce temps-là. Une sorte de requin. Une sorte de requin. Madeleine de la jetée, entre deux vagues s'est jetée. Madeleine, la grosse lune de mai n'avait plus qu'à l'emporter. Madeleine, tout commence au début des mers, à la fin des terres en Gaspésie. Capitaine, tes amours passagères ont laissé en ma mer plus qu'un sillage, oh oui. À quoi ça sert les étoiles et les phares? Ils voient bien dans le noir les nouveaux voiliers. À quoi ça sert est une question noire. On n'a pas à servir quand on est la beauté. Madeleine de la jetée, garde le phare allumé. Madeleine, Madeleine. Il a été établi d'avoir un phare ici à Madeleine suite à 2 naufrages qu'il y avait eu dans l'automne 1867. Il y en a un qui était tout près d'ici, il était à Manche-de-Paix. Suite à ça, le gouvernement a décidé d'établir un phare au Cap-Madeleine parce que c'était une place très importante parce que beaucoup de bateaux se fiaient au Cap-Madeleine pour continuer de naviguer sur le fleuve.
Ça fait qu'en 1870, il a été décidé par un décret du gouvernement du Canada qu'il y aurait un phare à Madeleine. Il a été construit et allumé en 1871, le 26 août. En 1879, Cap-Madeleine a été désignée station de météo spéciale pour pouvoir envoyer des statistiques à Toronto. Ensuite, en 1892, on a eu notre première station de corne de brume. Ça, c'était très important parce que quand il y avait trop de brouillard, les bateaux ne voyaient pas la lumière, donc le criard marchait. Il marchait 24 heures sur 24. Les gens du village n'aimaient pas toujours ça l'entendre, mais c'était nécessaire pour les bateaux. Dans le temps de la Prohibition, quand il y avait des bateaux qui s'en venaient avec de la boisson, les gens du village qui attendaient les chargements de boissons venaient ici 5-6 fois par jour, surveiller dans les longues vues si les bateaux arrivaient. Dans le temps des élections, étant donné que c'était la seule place qui avait les nouvelles rapidement à cause du télégraphe, ça fait que tout le village se réunissait à la maison du gardien du phare pour suivre les nouvelles. Ça donnait des fois des soirées assez cocasses parce que tu voyais arriver tous les hommes en fanfaron, puis là, il y en a qui repartaient le soir la tête basse parce qu'ils avaient perdu les élections, ça fait qu'ils s'en allaient le taquet bas. L'association touristique est ici sur le site du phare depuis 1988. On a fait différents travaux. On a instauré le musée sur le village de Madeleine qui a été ouvert dans les années 1999. Puis en 2008, ça a été le centenaire du phare qui est présentement debout. On a notre petite boutique d'artisans locaux qui est logée dans la maison de l'assistant gardien avec un petit café bistrot. C'est la cuisine de l'assistant gardien, ça fait que c'est tellement familial que les gens ils aiment ça, ça jase, il y a de la dynamique entre les tables, puis ça devient des fois les gens partent plus, ça jase. À un moment donné, ils regardent l'heure, puis là, ils ont dit, bien là, si on veut finir le tour de la Gaspésie, on va être obligé de partir. Puis souvent, bien, c'est ça, vu qu'on a des gens de la région, ça fait des... Ils discutent avec les gens de l'extérieur, ça fait des belles conversations puis des beaux souvenirs. Les gens aiment beaucoup les expériences qu'ils vivent ici quand ils passent au Cap-Madeleine. Le bâtiment du criard à brume a été transformé en musée en 1995. Des artefacts ont été recueillis dans toutes les maisons du village. Les pièces ont d'abord été prêtées par la population de Madeleine, mais 7 à 8 ans plus tard, un problème est survenu. Les gens âgés qui avaient prêté les articles décédaient et les héritiers réclamaient les pièces. L'association touristique s'est alors tournée vers le ministère de la Culture qui lui a permis d'en devenir propriétaire. Voici un aperçu de ce que vous pourriez entre autres découvrir au musée. Au début des années 1900, Édouard Vachon est l'exploitant des chantiers forestiers de Madeleine. En 1915, il vend ses concessions à Charles W. Mullen, ingénieur de Bangor dans le Maine. Et en 1916, l'entreprise Great Eastern Paper Company Limited entreprend d'ériger une usine à papier près de la chute du Grand Sault, la force des rapides permettant de produire de l'électricité pour ses installations. Le 5 janvier 1921, le premier rouleau de papier est manufacturé. La chute étant éloignée du rivage, la compagnie avait installé un chemin de fer qui amenait les rouleaux de papier jusqu'au rivage pour l'embarquement à bord des goélettes. 1200 employés travaillent à cette époque à Madeleine et logent au village ou dans des bâtiments que la compagnie avait fait construire à proximité du moulin. Suite à quelques incidents malheureux, en 1926, les exploitants font faillite. C'est alors que la Brown Corporation rachète les installations, électrifie le village et planifie la fondation d'une ville moderne. Les études pour la reprise du moulin durent jusqu'en 1929, moment où la crise met fin à tout espoir de remise en opération. La turbine du Grand Sault s'arrête et le village retombe dans le noir. L'électricité revient au milieu des années 50 avec l'arrivée de la mine de cuivre de Murdochville située dans l'arrière-pays. Certains vestiges du moulin à papier sont encore visibles au Grand Sault, un endroit à visiter pour découvrir la passe migratoire la plus longue au monde. En 67, quand ils ont creusé la passe, puis c'était des Polonais qui ont creusé ce tunnel-là, parce que quand on était jeunes, nous autres, on a joué ici, puis ils nous envoyaient. On rentrait dans le tunnel au travers des autres, puis ils nous chippaient d'ici, parce qu'on n'avait pas d'affaires là, ils montaient le stock avec un vieux truck, je me rappelle, un vieux camion, ils montaient ces sites. Avec des chaînes, le chemin n'était pas comme ça, là. Le chemin était boiteux, c'était dans l'automne. Même, il y a eu un accident dans le tunnel, il y a eu 2 morts là-dedans. Je me souviens d'avoir vu les gars dans le bois de pick-up
devant l'hôtel Drolette à Madeleine-sur-Mer, les deux gars qui s'abattaient dans le tunnel. Il chauffait avec un brûleur au propane, puis il y a eu une fuite d'oxygène sur une tank à souder. Puis quand ils ont levé les toiles au bout du tunnel, l'air qui s'était engouffré dans le tunnel, c'est là que l'explosion s'est produite. Puis on passait dans le mur pour son tuile. Pour son décès. Cette passe migratoire, nous, elle est souterraine, elle est sous terre. C'est la seule au Canada qui est sous terre. Un orifice, c'est ça. Alors, ça semble être un pied de là. Un orifice, il y a un trou à droite, en bas, un trou à gauche, le saumon monte en zigzagant là-dedans jusqu'en haut. Rendu en haut, il est prisonnier dans un bassin. On soulève le bassin, on le traverse de l'autre côté pour y faire monter la cuite. Le but d'une passe migratoire, c'est de faire monter le saumon le plus haut possible, en haut de la cuite, pour le faire frayer dans un eau plus calme pour sauver des œufs. Parce que quand il frayait en bas de la chute, quand il y avait un coup d'eau, on perdait les œufs. La région demeure un lieu de prédilection pour la pêche au saumon et la pêche à la truite, dans les nombreux lacs environnants, dont le lac au Diable. Les histoires reliées au diable, aux revenants, aux mystères, sont nées de l'imaginaire des premiers habitants et se sont perpétuées dans leurs descendants par la tradition orale. Dieu lui-même s'en serait mêlé. Fin août 1860, Dieu faisait s'écrouler un pan du Cap Madeleine sur la maison de Jean Briard, construite sur le bord de la rivière. Cette maison servait pourtant de chapelle. La raison de sa colère et de cette malédiction était que certains fidèles mécontents injuriaient et harcelaient le missionnaire durant la messe, et cela causait des disputes dans le village. La plus connue des légendes reste celle du braillard de Madeleine. Dépendant qui vous rencontrerez au village, il vous en sera servi une version différente. Début 1800, Madeleine n'était qu'un petit poste, comme des dizaines d'autres le long de la côte gaspésienne. Les marins du temps n'approchaient des plages qu'en tremblant. Ces plages étaient supposément hantées, soit par l'âme d'un naufragé faisant appel à la charité chrétienne pour sortir des flammes du purgatoire, soit par quelque autre esprit. La côte de Madeleine était devenue la terre des démons. Une de ces versions dit que ce serait le sieur de Roberval, mécontent, qui y abandonna sa nièce, la demoiselle Marguerite, avec son amant et une vieille dame de compagnie. Ses deux compagnons décédés, Marguerite devint folle et habitée par les démons. Les soirs de tempête, on entendait ses hurlements à des milles à la ronde. Durant des années, les habitants furent également terrorisés. L'abbé Pinchot, missionnaire en Gaspésie, retenu à Madeleine un soir de tempête, fut à même d'entendre les plaintes et les gémissements dans la nuit. Il décida que c'en était assez de ses croyances païennes et marcha dans la direction des clameurs terrifiantes. En s'enfonçant dans la forêt, il trouva ce dont il se doutait déjà. Deux arbres inclinés l'un sur l'autre produisaient un bruit sourd et de longues plaintes. Il a suffi d'un coup de hache pour mettre fin à des années de terreur le long de la côte. Aujourd'hui, même le diable de Vachon se tient bien tranquille et le lac qui porte son nom est devenu un bijou d'une beauté rare. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous me dire c'est quoi cette exposition-là? Ça, c'est une vitrine consacrée à un grand écrivain québécois et aussi un docteur de Rivière-Madeleine, le docteur Jacques Ferron. Il habitait toujours ici? Non, mais la maison où c'est qu'il habitait, c'est l'auberge de chez Mamie. Si tu veux, je peux aller te le montrer. OK. Lorsque goélands et mouettes tournoient sur la plage au lendemain d'une tempête, leurs cris discordants, l'odeur de la mer, les eaux qui se balancent, sans rompre toutefois le vernis d'un jour lumineux, la voile qui pend lamentable au mât d'une barque, tous ces signes d'une grande présence et d'une aussi grande absence, cette vie intense, ce calme plat, sont la cause d'une émotion profonde qui vous soulève tout entier sur une vague venue du fond de votre cœur. Jacques Ferron, Rivière-Madeleine, août 1947. Bonjour. Bonjour. C'est vous la mamie de la fille? Ben oui, c'est moi. Je voulais juste savoir où habitait le docteur Ferron. Ben oui, il restait dans cette maison-là, son bureau était là. Merci. Attends une minute. Il est là.
maison ici, c'était bâti, j'ai pas la date exacte, c'est entre 1917 et 1920. Ferron l'a eu 2 ans, de 46 à 48. En 71, ma belle-mère a acheté, Mme Gemma Bélanger et son mari Lionel, défunt, et qu'elle a tenu jusqu'en 1997. Et nous, on a acheté en l'été 90, à la fin d'été 97 pour le transformer en restaurant auberge chez Mamie. Je savais que je n'étais plus capable, là, puis c'est eux autres qui prenaient la responsabilité, puis c'est eux autres qui l'achetaient. Je suis propriétaire de cet endroit depuis février. Bien, on a ouvert en février 98, en plein vendredi 13. Hein, on fallait pas être peureux. Et il me disait tout le temps, va donc voir dans l'entrée. Hein. Mais j'arrivais en avant, puis je disais, il n'y a rien. Bon, je revenais. Il disait, mais regarde. La première aperçue, je vois l'annonce monter. Je suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Quand elle a vu ça, on l'a perdu. Quand elle a compris, puis qu'elle s'est vue, puis qu'elle a vu le nom. Là, j'ai ramassé un Kleenex, puis j'ai monté en haut, puis j'ai pleuré. Mamie a toujours gardé du monde ici. Puis tant qu'on a fait l'ouverture, un moment donné, on se promenait en auto, Annie et moi, puis on cherchait un nom à donner à la bâtisse, comment ça s'appellerait. Puis on trouvait ça beau, à un moment donné, tous les petits-enfants rentraient, disaient « Bonjour mamie, bonjour mamie ». Ah, il dit peut-être ça serait bon d'appeler ça chez mamie. J'ai eu des pensionnaires qui ont travaillé par ici, puis l'année passée, il y a quelqu'un qui a passé, puis qui a passé, puis qui a arrêté pour voir si j'étais encore là. Tous les petits villages au nord de la côte, c'est touristique. Nous autres, on vit du tourisme. L'hiver, c'est le tourisme, la motoneige, le sentier passe juste au bord de la rue. Et ça, il y a beaucoup de va-et-vient, on peut dire à partir de fin janvier, aller au début mars. J'ai eu des belles rencontres de famille, puis que la famille me disait « On doit m'attendre qu'on est bien ici ». D'après ce qu'on sait, avec les histoires qu'on nous a racontées, ce serait mon arrière-arrière-grand-père. Il portait le Malheur Royal dans le temps de Mont-Louis à Rivière-au-Nord. Puis, comme de raison, pour pouvoir manger puis s'organiser, il y avait un petit camp ici à Mange-de-Paix. C'était pas Mange-de-Paix dans le temps, mais près de la rivière qu'on est ici. Puis un jour, en marchant sur la grève, ce qu'ils nous ont dit, son pied a heurté quelque chose, puis il a sorti de là, c'était un manche d'épée. Le nom est resté. Les familles étaient toutes de 12-13, 10-12, mais il y avait du monde. Il y avait le garage, on avait un théâtre à Mange-de-Paix. Toutes les maisons avaient chacun une barque, puis tout le monde mangeait, allait chercher le poisson. Il n'y avait pas d'industrie comme telle, mais c'était le chantier. Mon père Louis, c'est un gars qui aimait fêter et être entouré de monde, comme on est encore aujourd'hui. Puis, ce qui paraît qu'un bon jour de l'an matin, il était tout seul chez eux, puis il s'ennuyait un peu. Il dit, mais allez faire un tour à mon voisin, on va le réveiller, puis on va prendre un petit verre de baboche dans le temps. Ça fait que le moyen qu'il a trouvé, c'est le fusil. Fait qu'il est parti, puis il a été au coin de la maison de son voisin, puis il a tiré un coup de fusil. L'autre s'est réveillé tout en peu, puis il est rentré, puis là, ils ont pris un petit verre, puis ils ont fêté la nouvelle année. Ça fait que l'année, là, ils ont parti, puis ils ont dit, on va aller réveiller l'autre, parce que, faut blesser ça, puis l'autre part, là, ils sont deux. Là, ping-bang, chacun un fusil, puis là, un petit verre là, l'autre dit, ben là, m'embarquez-vous là, on va aller réveiller le voisin. Ça fait que ça a fait une tradition, là, ça s'est transmis à mon grand-père, Jean-Baptiste, qui, lui, le jour de l'an, il fallait que ça soit fusil, parce que sans ça, c'était pas. Puis mon père était pareil. Puis un de mes oncles qui ont pris ça, puis
Ça fait que là, ça a fini que nous autres, on a grandi avec ça, puis quand ça a été notre tour, on est embarqué dans ça, tirage du fusil. Mais vu qu'on était la génération plus jeune, on était une gang. Ça fait que c'est devenu trop gros, là, parce que là, nos chums embarquaient, puis on était rendu 25-30 qui tiraient le fusil aux heures du matin. Puis là, des chars, puis la boisson, puis les fusils, puis ça fait que là, ça a devenu trop dangereux. On a tout arrêté ça, là. Mais c'était une tradition. Ils passaient les nuits à charger les fusils, puis mettre ça prêt, puis 4-5 heures du matin, ça partait à tirer partout. Sérieux, des fois, la belle Madeleine me donne le goût de revenir à la vie. Même devenu un esprit, je reste par ici. Il faut que je veille sur la côte si je veux défendre le titre de Capitaine Jacques qu'on m'a donné. Ben, je vais aller rejoindre ma femme et ma trolley d'enfants, et ils m'attendent pour veiller chez ma plus vieille. Faudrait bien que je me donne un petit coup de pain avant. Notorieux. Passez me voir de temps en temps. À plus tard, Capitaine Jacques. Voilà, la belle Madeleine vous a dévoilé une partie de ses secrets du passé. Bientôt, des fouilles seront entreprises pour retrouver la locomotive qui servait au transport des rouleaux de papier entre le moulin du Grand Sault et la plage du Barachois. Elle aurait été enterrée quelque part en 1935. La belle Madeleine n'a pas vieilli. Son paysage n'a pris aucune ride. Il y a du vent pour les voiliers et de la lumière pour les yeux. La mer à l'infini, une des plus belles rivières à saumon au monde. Des filles et des fils du Saint-Laurent qui vous invitent à respirer au rythme de leur vie paisible. Bon, j'ai trouvé pourquoi ça s'appelle le Cap à l'eau, mais je vous le dis pas. Pour le savoir, venez donc faire un tour à Madeleine. Monsieur Pierre, là, lui, il raconte qu'il a pêché la plus grosse morue jamais ramenée au Cap à l'eau. Mais en réalité, c'est pas lui, c'est une femme. La femme de Monsieur Auguste Richard qui pêchait avec lui. Ça doit faire longtemps parce qu'il est pas mal vieux, puis une morue de 65 livres. Moi, là, j'ai jamais vu ça. Puis mon père non plus. Ça a l'air que la femme se demandait bien c'est qui voulait bien y voler sa ligne. Elle tirait, puis elle tirait. Monsieur Pierre raconte qu'il l'a pas aidé, mais les gens pensent qu'il n'a pas bien le choix de la tenir à broche-corps pour pas qu'elle tombe à l'eau. Mais à ce moment-là, il savait pas encore que c'était une morue. Aïe aïe! Elle a tiré le flat de Monsieur Pierre en direction Grande-Vallée, Petite-Vallée, puis Cloridor. Je peux vous dire qu'il avait pas mal hâte qu'elle vire de bord. Il avait pas le goût d'aller coucher à l'anticochie, eux autres, là. Finalement, elle a fait demi-tour. Elle les a ramenés jusqu'à Grand-Anse. Puis là, elle serait morte noyée de fatigue. Monsieur Pierre l'a accrochée, puis il a dit qu'elle pesait pas mal. À peu près comme une petite femme qui disait. Là, je vous dis ça de même. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Je le sais pas, moi. J'étais pas là. Madeleine de la jetée, entre deux vagues s'est jetée. Madeleine, la grosse lune de mai, n'avait plus qu'à l'emporter. Madeleine, tout commence au début des mers, à la fin des terres, en Gaspésie. Capitaine, tes amours passagères ont laissé en ma mer plus qu'un sillage, oh oui.
À quoi ça sert les étoiles et les phares? Il voit bien dans le noir les nouveaux voiliers. À quoi ça sert est une question noire. On n'a pas à servir quand on est la beauté. Madeleine de la Jetée, garde le phare allumé. Madeleine, Madeleine.